Bonsoir à tous. Du coup, je vais vous montrer ce soir les techniques qu'on a développées, nous les devs, pour gagner du temps avec de l'IA. Et il y a pas mal de choses à dire. Du coup, je suis désolé, mais je vais un peu vous assommer. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à prendre des photos sur les slides. Et puis voilà. Du coup, ma promesse pour vous ce soir, c'est de vous faire gagner à peu près 1 heure par jour sur vos devs, si vous utilisez les techniques que je vais vous montrer. Alors bien sûr, ça requiert un peu d'apprentissage, mais le bail derrière, c'est qu'on peut vraiment gagner du temps et je vais vous montrer pourquoi. Donc, actuellement, on est un peu entre deux. L'IA fait pas tout pour nous. Si vous donnez une tâche à l'IA, elle va pas le faire, bien évidemment. Mais on n'en est pas juste à il y a 1 an, 2 ans en arrière, où quand vous discutiez avec l'IA, elle vous racontait un peu n'importe quoi. On est vraiment dans un sweet spot, où peut-être que dans 5 ans, on n'aura plus de job, peut-être que c'est dans 10 ans, peut-être que c'est dans 20 ans. Mais en tout cas, pour l'instant, on a la possibilité de l'utiliser l'IA pour faire des trucs cool. Donc l'idée derrière l'utilisation de l'IA, c'est qu'on a plein de trucs qui nous emmerdent, pardonnez-moi l'expression, en tant que dev au quotidien. Ça peut être des code reviews, ça peut être de péter un site en prod, ça peut être de perdre des heures sur un bug à la noix. Il y a énormément de choses comme ça. Et je pense que l'IA va vraiment nous aider, au lieu de nous prendre notre job, elle va vraiment nous aider sur tous les trucs qui nous ennuient. Donc l'idée aujourd'hui, c'est que vous avez tout un ensemble de tools qui sont là pour vous aider. Ça peut être Copilot, ça peut être Cursor qui est assez en hype en ce moment, ça peut bien sûr être ChatGPT, mais vous avez tout un ensemble d'outils qui vont venir là sur votre quotidien. Et si à chaque fois que vous avez une problématique, si par exemple vous utilisez beaucoup le terminal, je vous incite à utiliser Warp. C'est vraiment une IA, moi je me souviens même plus des commandes que je tape maintenant, dès que j'ai besoin, je sais pas, de kill un process ou quoi, je lui dis kill le process sur le port 3000, il me génère la commande, nickel. C'est typiquement ce genre de use case qu'on va gagner du temps. Pourquoi je vous dis que c'est maintenant? Parce qu'il y a 1 an, tout le monde s'en foutait. Ça, c'est un post d'un pote à moi qui s'appelle Melvin, qui fait beaucoup de posts sur LinkedIn, sur React. Je ne sais pas si vous traînez un peu sur LinkedIn. Mais du coup, lui, ça a été un des premiers early adopteurs de Cursor, avec Adrien, du coup, qui était censé être là aujourd'hui. Et genre, il a fait 15 likes. Et tout le monde s'en foutait, en fait. Tout le monde s'en foutait parce qu'il y avait moins cette hype autour et on arrivait moins à prouver que ça pouvait marcher. Maintenant, vous commencez à avoir des trucs. Là, il y a un post de Kevin en dessous. Ça commence à atteindre les 200 likes. Les gens commencent à être aware que ça commence à arriver. Et peut-être que dans 3 ans, si vous n'utilisez pas l'IA, vous serez complètement obsolète. Et ça, c'est pour choper votre attention, si jamais il y en a qui ont la ref. Ce qu'il faut savoir, c'est que la Gen AI, en général, c'est en train d'attaquer le grand public très fort, notamment via l'arrivée de GPT-4. GPT 3.5 a quand même fait du bruit, mais à partir de GPT-4, les gens sont commencés à se dire « Ok, quand je lui parle, j'ai pas à faire un débile, le truc me répond et je peux gagner un peu de temps avec. » Là, petit à petit, les gens qui ne savent pas coder commencent à pouvoir coder. Donc voilà pour la petite introduction, je m'appelle Alex, je suis développeur JS Full Stack depuis, je sais pas, 10-12 ans, quelque chose comme ça. Je bosse actuellement dans une startup à Paris et j'ai fondé la première communauté française pour les développeurs qui veulent utiliser l'IA, parce que le but, c'est encore une fois de doper notre productivité. Voilà, j'ai un accompagnement personnalisé du coup, dans lequel du coup, je teste toutes les techniques et récemment, du coup, je fais également du conseil en entreprise pour du coup, aider les teams à implémenter de l'IA dans leur quotidien. Pourquoi je peux vous parler de l'IA? Parce qu'en fait, ça fait 1 an que je fais de la R&D dessus, que je teste tous les outils qui sortent, que je fais un max de trucs. Donc ça, c'est une photo de moi un soir en train de monter mes vidéos à l'arrache. Il y a 1 an, je me suis lancé un challenge, donc on voit que c'est le 8 novembre 2023. Et quand la Gen AI est sortie, j'ai eu une grosse hype et je me suis dit, vas-y, je vais faire un truc de ouf, je vais diviser mon temps de dev par 2. J'ai pas réussi. J'ai pas réussi, mais du coup, dans la communauté que j'ai créée, d'autres ont réussi, entre guillemets. On a atteint à peu près 25% de productivité en plus en moyenne sur 1 an. Donc ça, c'est pour vous montrer que ça marche. Moi, je suis convaincu que l'IA, c'est le prochain big move pour les devs. Il n'y aura pas de retour en arrière. Il n'y aura pas de GPT-5 sort et on se dit, ouais, finalement, c'est juste un autocompléteur. Ça va continuer de s'accélérer encore et encore jusqu'à ce que... Je sais pas. Pourquoi vous devez utiliser l'IA aujourd'hui? Pour toutes ces raisons. Donc, je vais vous donner 10 minutes pour les lire et après, je vais reprendre la conf. L'idée, c'est que plus d'IA, c'est plus de code clean, c'est plus de stabilité, c'est plus de productivité. Et même à l'échelle individuelle, c'est mieux pour vous. C'est plus de confiance en vous, c'est plus de fierté de montrer votre code. C'est une augmentation de votre valeur. Grosso modo, c'est une opportunité de carrière. Moi, je le vois vraiment comme ça. Je ne vois pas l'IA comme un truc qui va me prendre mon taf. Je vois l'IA comme un truc qui va accélérer mon taf. Du coup, vous avez tous les downsides que vous évitez aussi. C'est un peu le bail. Ce qui est bien avec ça, c'est que c'est un méga cercle vertueux.
C'est-à-dire, plus vous faites du clean code, plus vous faites des tests, plus votre code il est stable, plus c'est stylé, moins vous avez de stress, moins vous avez de crash, etc. etc. Et en fait, l'IA, c'est vraiment le meilleur enjeu pour ça. Donc, pour vous décrire un peu comment moi je suis arrivé là-dedans, je me décris comme un dev plutôt bon, pas trop mauvais, mais je suis loin d'être exceptionnel. Comme j'ai toujours envie de plus, il y a toujours des petits trucs que j'ai fait. J'ai créé un blog, parfois j'avais envie de plus de reconnaissance, donc je me suis mis à terminer tard le soir. J'avais envie de plus de liberté, alors j'ai fait du freelancing, je voulais plus d'argent, mais pour avoir plus d'argent, il faut être bon a priori. Et étant donné que je suis un dev et que je suis passionné, j'avoue que j'ai installé beaucoup d'outils et que j'ai testé plein de trucs. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'avant, quand vous vouliez faire évoluer votre carrière avec de l'IA, vous aviez plusieurs solutions. Soit se retrouver dans des meet-ups comme ça, ce qui est très bien parce que vous apprenez des trucs, en plus vous faites du réseautage. Vous pouviez avoir des projets perso, passer votre temps genre sur LinkedIn et sur Twitter comme je le fais. Vous pouvez lire des articles, bref, vous avez tout un tas de trucs à faire pour devenir meilleur en tant que dev. Donc du coup, comment moi ce que j'ai fait? J'ai acheté des formations, j'ai lu du code, j'ai réappris la base du dev, j'ai essayé de contribuer dans l'open source, j'ai essayé de comprendre comment fonctionnait mon framework, et bien sûr, je me suis levé 2 heures plus tôt tous les matins pour apprendre tout ça, parce que nos journées ne sont pas extensibles. Donc j'ai fait ça pendant 1 an, et j'ai fait ça sur l'IA. Cool. Donc ce genre de truc, ça fonctionne. C'est-à-dire que si vous vous levez 2 heures plus tôt à partir de demain, et que vous apprenez quelque chose, il y a de grandes chances que vous ayez des résultats. Ou alors, je ne sais pas ce que vous faites. Donc tout ça pour vous dire qu'avant, quand vous vouliez doper votre carrière, c'était un peu genre le bail. Il fallait suivre un peu ce parcours-là, faire de l'open source, se former à mort. Et puis là, l'IA est arrivée. Pourquoi c'est intéressant? Parce que on a des use cases comme ça. Donc ça, c'était un an, c'était le 31 octobre 2023, donc c'était bientôt il y a 1 an. Et en fait, ça venait juste de suivre la sortie de GPT-4. Et il y a un mec, du coup, sur Twitter, je vous poste le truc, ça a fait 5 millions de vues, donc il y a fort probabilité que vous l'ayez vu. Et c'est un mec qui ne savait pas trop coder. Et en 2 ou 3 jours, il a fait un remake d'Angry Bird, le jeu un peu débile où il faut envoyer des oiseaux sur des trucs qui explosent. Et j'ai testé le truc, ça fonctionne super bien. Il l'a fait en 3 jours. Et sans deck, si moi j'avais dû faire ça, sans IA, déjà je pense que j'aurais mis 1 an. Et je suis même pas sûr d'avoir réussi, parce que tout a l'air super compliqué, j'ai jamais fait de motion, etc. Et lui, il a fait ça dans un truc qu'il a hosté en HTML avec du JavaScript sur une vieille page. Donc voilà. Ce qui est cool, c'est que du coup, des outils d'IA, vous en avez plein. Donc là, on est le 22 août 2024. Et du coup, il y a un mec qui a refait le jeu du démineur. Alors, c'est pas une prouesse, parce que le démineur, c'est un peu éclaté comme jeu. Mais c'est quand même assez stylé. Pareil, si j'avais dû refaire le démineur, en plus avec les divs, machin, HTML et tout, franchement, j'aurais pris des semaines. Bon, ça prend quelques heures maintenant. Pardon, pas quelques heures, 10 minutes. Voilà, vous avez plein de mecs comme ça qui commencent à faire plein de trucs. Ils commencent aussi à faire des agents de code automatisés. Et ça, c'est cool parce que, à l'heure actuelle, si vous demandez à votre IA de faire quelque chose, si vous lui dites crée-moi un système pour gérer des utilisateurs, ça va être un peu compliqué. Mais du coup, avec ce système d'agents, vous allez pouvoir filtrer en tant que tâche, vous allez pouvoir discuter par exemple avec Firebase, vous allez pouvoir commencer à créer des choses. Et en fait, juste avec une demande comme ça, vous allez vraiment pouvoir créer des applis à terme. Mais bien sûr, et heureusement pour nous, ce n'est pas encore le cas parce que si ce genre de truc, ça marche dès demain, en fait, on n'a plus vraiment de taf. Dernier petit truc du coup, je pense que vous l'avez tous vu, il y a une gamine de 8 ans qui a fait une app avec Cursor, qui est un IDE IA. C'est passé à peu près partout, tout le monde en a parlé. Et en vrai, checkez la vidéo, parce que la gamine, elle est super marrante. Là, vous pouvez voir sa tête en preview, là. Mais elle est en mode genre, elle s'éclate et elle a fait un truc que moi, j'aurais pas été capable de faire. Donc je pense qu'on est tous d'accord pour dire que c'est incroyable. Je vais pas vous faire voter un peu là-dessus, mais on est tous d'accord pour dire que c'est très très cool. Sauf que moi, du coup, quand je commençais à m'intéresser à l'IA et que je génère du code, et je pense que c'est probablement votre cas aussi si vous utilisez un peu de GenAI, si vous discutez avec ChatGPT, parfois, il pige que dalle. Et c'est normal, et on verra pourquoi. Vous allez générer du code incorrect, vous allez faire des implémentations inefficaces, bref, il y a tout un tas de trucs que vous allez faire si vous utilisez mal l'IA. Donc la question, comment c'est possible qu'il y ait une gamine de 8 ans qui fasse des trucs que je ne sache pas faire? Et comment c'est possible que moi, quand je discute avec ChatGPT, il me réponde des conneries? Je suis trop fier de la photo, je vous le dis. Donc vous avez 2 possibilités à ce stade-là. Soit vous dire qu'ils mentent tous, et que la gamine de 8 ans, elle fait partie du complot. Soit vous dites, bon, il y a peut-être 2 ou 3 trucs qu'il faut que j'apprenne. Donc la promesse du talk, c'est ça, parce que du coup, je parle depuis 10 minutes, mais je vous ai toujours pas parlé de GenAI. Donc on va voir les 3 meilleures façons aujourd'hui d'utiliser l'IA en tant que développeur. Et le but, c'est que vous repartiez avec des tips que vous pourriez utiliser dès demain dans votre job. Donc la première méthode, c'est comment est-ce que vous pouvez gagner 1 heure par jour en codant plus vite, en réduisant les bugs. Là, vous allez probablement me dire, Alex, je ne suis pas un mauvais dev, mais franchement, 1 heure par jour, ça me semble un peu ambitieux quand même. Ok, pari tenu. Du coup, je vous montre l'équation du succès. C'est un peu
c'est un peu simple, quoique... Si vous voulez gagner du temps dans vos journées, vous avez deux possibilités, deux axes sur lesquels vous améliorez. Soit vous êtes super bon, et du coup, vous augmentez la qualité de ce que vous produisez avec le même temps. Soit, du coup, rendre rapide, et donc, du coup, vous développez des trucs qui vont beaucoup plus vite. Voilà, c'est un peu le truc. Si, par exemple, votre niveau de dev reste constant, mais vous le faites beaucoup plus vite, bah, fatalement, vous gagnez du temps. Et si, par exemple, bah, vous travaillez toujours autant de temps, mais que la qualité de votre code, elle est meilleure, de la même manière, vous allez gagner du temps. Donc ça, c'était pour la partie théorique. Comment est-ce que du coup vous pouvez faire pour être un top développeur? Vous avez a priori 4 étapes relativement simples à faire. Comprendre ce qu'on vous demande. Si on vous demande, je sais pas, moi, de faire un truc sur Walaxy pour envoyer une campagne d'automatisation, par exemple, c'est le thème, et que vous rebalancez un jeu du démineur, a priori, vous n'avez pas très bien compris. Donc votre code, il peut être clean, mais s'il ne correspond pas à ce qu'on vous demande, ça ne sert à rien. Proposez la technique la plus adaptée, parce que du coup, ça va permettre d'évoluer dans le futur. De coder rapidement les features, parce que si vous mettez 3 mois pour sortir un truc, bah, ça craint un peu. Et grosso modo, produire un produit stable. Si vous ne faites pas d'oubli, que vous ne faites pas de bug, vous avez une satisfaction de 100%, vous êtes un super dev. C'est un peu ça le deal. Ok. La technique que je vous propose, elle vaut de l'or. Elle ne paye pas de mine. Donc vous allez me dire, ouais, ok, tranquille. Mais je vous assure que ça va vous faire gagner un max de temps. Si vous la suivez, bien sûr. Ok, donc vous allez avoir 5 étapes. La première, on parlait de personnalisation d'IA. Ça, c'est un truc assez cool à faire. Si vous avez une licence ChatGPT, donc c'est un ChatGPT, vous avez possibilité de faire des GPT personnalisés. Un GPT personnalisé, c'est quoi? C'est simplement un GPT qui vous répond avec des instructions. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai un GPT personnalisé par projet sur lequel je travaille. Et du coup, je lui ai donné des instructions. Typiquement, qui je suis, les technos sur lesquels je travaille, la version des technos, etc. De cette manière-là, la prochaine fois que j'ai une discussion avec mon GPT, il va se souvenir de tout ce que je lui ai dit avant. Et ça, c'est vraiment cool parce que il y a énormément de fois dans vos conversations avec une IA, vous allez répéter les mêmes choses. Vous allez dire, putain, je lui ai déjà dit, il ne comprend pas. Mais en fait, avec des instructions personnalisées, vous n'aurez pas à répéter des choses qui vous paraissent évidentes. Donc ça, c'est cool parce que vous allez pouvoir du coup uploader des documents, poser des questions sur ces documents-là. Et ça va vous permettre d'être beaucoup plus efficace dans la compréhension de votre besoin. De la même manière, si là par exemple j'ai démarré une nouvelle conversation, on ne le voit pas parce que c'est un peu croppé, mais je lui dis rappelle-moi ma stack technique et propose-moi une manière de créer une roadmap pour les membres de ma formation avec un système de suggestion de cours. Rappeler toutes les infos techniques, du coup, et ça c'est très cool parce que, étant donné qu'il m'a rappelé toutes les techniques sur lesquelles je bosse, quand il va me proposer du code, il ne va pas me proposer des trucs complètement outdated avec une techno que je ne connais pas, ce qu'il peut parfois faire. Et à la fin, en plus, il va pouvoir me proposer une roadmap en adéquation avec la techno que j'utilise. Donc en fonction de ça, il va pouvoir variabiliser et me donner les bonnes choses au bon moment. Cool. Ça, c'est le truc que vous devez retenir de cette présentation. Tout le reste, on s'en fout. C'est vraiment ça, le truc qu'il faut retenir. Quand vous prenez une feature, la meilleure manière de vous assurer que votre feature, vous allez l'amener en production avec un max de satisfaction et un minimum de bugs, c'est de faire un plan de ce que vous allez faire. C'est juste de prendre votre feature, de la comprendre. Une fois que vous l'avez comprise, vous décrivez techniquement tout ce que vous devez faire, comme ça, par exemple, dans un fichier Markdown, et ça va vous simplifier la vie pour 2 raisons. La première, du coup, c'est que vous allez traduire un besoin métier en technique. C'est exactement à ça que le plan technique va servir. Et la seconde chose, c'est que grâce aux petites checkbox que vous avez, vous allez être à peu près sûr de rien avoir oublié. Donc vous balancez ça, vous avez une overview de ce que vous devez faire, et ça part là-dessus. Pourquoi ça marche bien? Parce que si vous décrivez dans un Markdown quelque chose d'ultra précis, le principe c'est que votre stagiaire, par exemple, ça pourrait le faire. Donc c'est typiquement le taf d'un lead. Un lead va faire ça. Il va essayer de structurer, de vous donner une direction sur la technique que vous devez organiser. Mais si vous allez au niveau d'après et que vous détaillez vraiment ce que vous devez faire, vous allez pouvoir générer des fichiers entiers avec des specs ultra clairs. Par exemple, là c'est ce que j'ai fait ici. J'avais besoin d'un système de validation de formulaire. J'ai détaillé toutes les règles comme vous pouvez voir en haut à droite, et en plus je l'ai fait avec de l'IA, avec de l'autocomplétion. Donc c'est pas moi qui ai tapé tout ça, c'est vraiment genre avec l'IA, on a discuté, on s'est mis d'accord sur un truc, elle et moi, sur ce plan-là, et en fonction de ce plan-là, on a géré le code. Donc quand vous générez du code de cette manière-là, avec un plan technique qui est ultra précis, votre IA, elle peut quasiment pas se tromper. Et bien sûr, vous pouvez faire 2 choses qui sont vachement cool. La première, c'est que vous validez la feature, j'ai check, c'est bon, je l'ai faite. Et la seconde, c'est que vous pouvez également, en fonction de votre plan technique, étant donné que vous avez la feature en termes fonctionnels, que vous avez un plan technique, désormais écrire des tests, c'est beaucoup plus facile. Parce que du coup, si vous donnez votre plan technique à l'IA et que vous lui demandez de tester, ça va être beaucoup plus facile, elle a déjà tout ce qu'elle doit faire. Donc voilà, le bail, pour vous montrer que ça fonctionne, c'est que du coup j'ai codé une petite fonctionnalité. Voilà, j'ai exposé la fonctionnalité que je devais coder. J'ai demandé aux gens combien de temps ils auraient mis pour la faire. Et je leur ai dit combien de temps moi j'ai mis pour le faire avec de l'IA.
Donc c'est pas juste du vent, ça fonctionne, il faut juste utiliser les bonnes techniques, et franchement, le plan, c'est de l'or. Première méthode, cool. Deuxième méthode, le petit secret pour obtenir des résultats avec de l'IA générative, là où les autres échouent. Pourquoi c'est important? Là, vous pourriez me dire, moi, Alex, j'utilise déjà l'IA au quotidien, et franchement, c'est pas ouf. J'entends. Encore une fois, si vous discutez avec une IA, donc ça c'est un test sur Cursor, et qu'elle vous répond un truc genre avec des commentaires pour vous dire ouais, bon j'ai compris mais bon on passe à autre chose, vous allez forcément vous retrouver avec un test qui ne ressemble pas à grand chose. Donc moi typiquement quand je discute avec l'IA et qu'elle me génère un truc comme ça, en fait je skip. Il n'y a pas d'intérêt si vous voulez, à part peut-être pour genre le template, pour récupérer un describe et un test si on ne connaît pas trop le langage, mais là ça sert à rien. Donc comment est-ce que moi j'ai réussi à générer des tests qui ressemblent plus à ça déjà, qui sont un peu plus stylés, et qui fonctionnent. Encore une fois, vous avez deux solutions. Soit vous m'écoutez, soit vous levez plus tôt le matin, vous testez les LLM, vous apprenez le prompt engineering, blablabla. Donc, des méthodes de prompt engineering, du coup, Lucas en a parlé juste avant, il y en a plein que vous pouvez utiliser. Moi, je vais vous en donner une qui fonctionne relativement bien, et je vais vous montrer comment l'utiliser. La première étape, du coup, ça va être de personnaliser les réponses de l'IA, et pour ça, du coup, vous avez ce petit prompt-là que je vous mets là. Mais l'idée, c'est quoi? L'idée, c'est de lui dire, OK, je bosse sur tel projet, la description, mon rôle, c'est quoi? La stack que j'utilise, et de lui donner des petits tips. Si par exemple, vous faites des tests et que votre pattern, c'est arrange, act, assert, dites-le à l'IA, comme ça, la prochaine fois qu'elle vous demande quelque chose, elle vous génère le bon code. Ça, c'est typiquement le genre d'instruction, vous pouvez la mettre dans deux endroits. La première, c'est que vous pouvez les mettre dans votre règle dans Cursor, un IDE, on discutera après si jamais ça vous intéresse, je reviendrai dessus, ou directement dans ChatGPT, en fait. Et ça, du coup, c'est vraiment la clé pour du coup avoir des réponses qui soient personnalisées. Vous allez aussi gagner du temps là-dessus. Deuxième étape, arrêtez de supposer ce qui vous paraît évident. Une IA, c'est ça, là. C'est genre des tokens dans des contextes et ça vous renvoie du texte. Systématiquement, une IA, quand elle va vous répondre, elle va vous donner la solution la plus cohérente, la plus logique qui suit. Si vous arrivez dans un cluster avec un certain nombre de tokens et que le token le plus probable, c'est le token X, et que vous attendez le token Y, c'est pas que l'IA, elle est débile. C'est juste qu'elle a été entraînée sur des datas, et qu'a priori, en fonction des tests qu'elle a fait, c'est le token qui devrait ressortir. Donc c'est pas parce que c'est le token le plus probable que c'est le token le plus juste. Souvenez-vous de ça, c'est super important. Parce que la prochaine fois que vous allez poser une question à l'IA qu'elle va vous répondre à côté de la plaque, demandez-lui qu'est-ce que je lui ai pas dit pour qu'elle comprenne. Encore une fois, c'est pour ça que le contexte, c'est ultra important. Le prompt, il est là. Il ressemble à ça, à peu près. L'idée, c'est que quand vous voulez discuter avec une IA, si vous voulez limiter un maximum la perdicité d'informations et le fait qu'elle vous réponde à côté, suivez un peu ça. Vous lui donnez un goal, donc la tâche qu'elle doit faire. Vous lui donnez des règles. Donc là, vous lui mettez des contraintes sur ce qu'elle doit faire. Une IA, le souci, c'est que, je ne vous ai pas mis la capture d'écran, mais c'est un immense nuage de mots-clés. Et systématiquement, quand vous devez faire quelque chose avec une IA, elle va parcourir ce graphe de mots-clés-là, trouver le token, puis le token suivant, etc., back and forth. En lui mettant des règles, vous allez lui restreindre son champ d'action à un domaine métier précis, à un truc spécifique, et en fonction de ça, elle va être beaucoup plus efficace. Vous pouvez aussi lui donner un template. Grosso modo, plus vous donnez d'exemples à l'IA, si vous demandez à l'IA de vous générer une fonction pure, un truc à la con, je sais pas moi, valider un mail, par exemple. Valider un mail, vous dites à l'IA, la fonction s'appelle valide email, donc déjà, il y a de fortes probabilités qu'elle vous génère un truc cohérent. Mais si vous lui dites, elle prend un tableau d'email, par exemple, en entrée, et en sortie, elle vous répond un booléen, en fait, l'IA ne peut pas trop se tromper là-dessus. Elle a un tableau d'email en entrée, donc elle va itérer dessus, elle va agréger ça dans une table, elle va vous retourner un booléen en sortie. Simple. Plus vous allez donner de contexte et plus vous allez donner d'exemples, plus votre IA va être efficace. Et je vous incite vraiment à tester ce genre de petites astuces. Petit hack aussi, n'hésitez pas à itérer sur l'IA. Ça, c'est vraiment un truc cool. Tout à l'heure, je vous ai montré un GPT personnalisé. Okay, la différence entre un GPT personnalisé qui fonctionne et un GPT personnalisé qui ne fonctionne pas, c'est l'itération. OpenAI, ils sont assez malins. Là, je ne vous l'ai pas mis, mais quand vous voulez personnaliser un GPT, vous avez sur la gauche, je pense que vous voyez si vous avez déjà créé un custom GPT, mais il y a l'interface qu'on a vue tout à l'heure. Vous pouvez mettre les instructions, vous pouvez mettre des documents et tout, c'est cool. Et sur la droite, vous avez une interface de prévisualisation. C'est pas pour faire joli, utilisez-la. Vous avez fait votre GPT personnalisé, challengez-la direct. Vous passez une demi-heure, vous lui posez toutes les questions sur votre code, sur machin, sur truc, et systématiquement, dès qu'elle vous répond à côté, vous repartez dans le panel d'instructions et vous corrigez ça. Vous remettez des contraintes, des règles. Ça aussi, c'était banger. Genre, ça n'a pas l'air, mais vraiment, c'est cool. Dernière petite astuce, discutez vraiment avec l'IA tous les jours.
vous allez voir que si vous installez ChatGPT sur votre téléphone et que vous installez la version desktop de ChatGPT, qui est genre ultra stylé aussi, parce que du coup, avec un raccourci clavier, ça vous ouvre une fenêtre flottante. Vous pouvez interroger votre GPT personnalisé dessus. Donc moi, je suis à un raccourci clavier de discuter avec une IA qui connaît tout le contexte de mon projet. Je peux vous assurer que ça fait la diff au day-to-day. La grosse différence dont vous allez vous apercevoir quand vous allez discuter avec une IA tous les jours, c'est que votre manière de discuter avec elle va changer. Dans votre taf au quotidien, c'est un domaine que vous maîtrisez. Donc quand l'IA vous répond à côté de la plaque, vous allez être en mode « ouais, flemme ». Mais quand c'est en mode personnel, vous allez avoir un autre état d'esprit. Vous allez vouloir corriger l'IA et vous allez avoir envie de discuter avec elle. Et une discussion, c'est quoi? C'est juste une restriction de contexte. Si vous discutez avec quelqu'un et qui part dans un sujet, vous répondez avec le même sujet. Vous restez tous les deux dans le même contexte. C'est exactement la même chose. Parlez avec de l'IA, vous allez voir que vous allez complètement changer votre manière de discuter avec elle et que vous allez lui donner tout de suite beaucoup plus de contexte. Avec ce genre de technique, vous allez pouvoir du coup générer du code très facilement depuis une image. Voilà. L'idée, c'est que si jamais votre IA personnalisée, elle a le contexte, elle sait où sont les fichiers, elle est au courant de votre répertoire de composants, etc. On peut voir qu'il y a un mock-up ici, là, en bas à droite, que je lui ai demandé de générer le code. Du coup, ça m'a généré le code. J'ai entouré en rouge, mais on ne voit pas très bien tous les bons segments. Donc, ça a été bien chercher les bons composants dans les bons répertoires. Et du coup, ça m'a généré directement ce petit truc avec GPT Vision. Et je crois que là, du coup, on était à 80-90% de code correct. Donc, ce qui est relativement cool. Le but avec de l'IA, c'est pas d'arriver à 100%. Hein. C'est pas genre vous lui montrez un truc, ça vous renvoie, c'est nickel et tout. On a encore de l'intérêt en tant que dev. Et nous, notre intérêt, c'est vraiment de fluidifier le processus au maximum. Voilà, ça c'était pour la seconde astuce. Et du coup, je vais vous donner ma stack, du coup, IA que moi j'utilise personnellement, que vous pouvez réutiliser ou pas. L'idée, c'est qu'il y a un max de trucs, il y a beaucoup d'outils qui pop, il y a beaucoup de posts LinkedIn qui vous montrent des outils qui sont trop stylés, mais le bail, c'est est-ce que vous avez le temps de les tester, est-ce que vous avez envie de perdre du temps dessus? Les bons outils sont vraiment compliqués à trouver. Il y en a énormément qui sortent, il y a une grosse hype autour des LLM. Vous ne pouvez pas savoir si ça vaut le coup de les tester, évidemment. Vous ne pouvez pas savoir comment les utiliser, parce que la plupart du temps, ça ne vient pas avec la pochette tutoriel ready. Et grosso modo, comme vous présupposez que vous pouvez perdre du temps et que l'être humain il a une aversion à la perte, plus qu'aux bénéfices qu'il peut en tirer, la plupart du temps, vous allez skip des outils qui potentiellement sont absolument énormes. Comment trouver les meilleurs outils IA? Vous avez plusieurs solutions. Vous pouvez tester tous les outils avec des tweets qui ont 0 like sur Twitter. Ça prend un peu de temps. Vous pouvez regarder des vidéos à 500 vues. Ce mec-là, c'est mince, il n'y a pas son nom parce que du coup la capture elle est croppée. Il fait des vidéos de fou furieux, complètement dégueu, en 720p sur YouTube, et je peux vous assurer que la qualité est au rendez-vous. Mais du coup, il n'est pas connu parce qu'il ne parle pas de je sais pas trop quoi. Donc l'idée, ça va être de compter sur quelqu'un qui fait ce truc pour vous, et heureusement c'est moi ce soir. Et du coup, je vais vous présenter ma stack, et un peu comment je l'utilise au quotidien, parce que je pense que c'est relativement cool. Du coup, en termes de LLM, vous en avez deux qui se tapent dessus. Vous avez GPT, bien sûr, d'OpenAI, et vous avez Claude d'Anthropic. Pourquoi est-ce que j'utilise Claude plutôt que GPT? La vérité, c'est que la version 3.5 de Claude Sonnet, elle génère du code quasiment aussi bien. Elle est un peu moins rapide, mais elle coûte 2 fois moins cher. Ça, c'est cool. Donc voilà pour mon utilisation des LLM. Il faut savoir que du coup, je les utilise beaucoup en ligne de commande. J'ai fait des espèces de petits prompts qui me permettent de faire des commits automatiques, qui me permettent de générer mes pull requests. Donc du coup, j'ai des espèces d'alias que je tape dans mon terminal et récupère la différence de ma branche actuelle, par exemple, avec ce que j'ai sur main. Il fait la diff, ça passe dans un prompt, ça envoie à l'API, ça revient et ça me dit ah, ton message de commit, c'est ça, ou ta pull request, c'est ça. Encore une fois, ça ne fait pas tout, ça se trompe, mais ça simplifie beaucoup la vie. En IDE, j'utilise Cursor. Je ne vais même pas me justifier, utilisez Cursor, installez-le. La vérité, c'est que la plupart des développeurs, du coup, ils utilisent GitHub Copilot, ce qui est très bien parce que du coup, il y a, déjà, c'est l'outil pionnier, il faut lui rendre ça. C'est eux qui ont vraiment démocratisé le truc. Ça fonctionne très bien, mais en termes de développeur expérience, c'est franchement pas terrible. Je pense que Cursor est devenu populaire avec 90 ou environ 80-90% des mêmes features que Copilot, mais juste ils se sont démarqués parce que l'outil il est beaucoup plus cool à utiliser. Et si vous utilisez un outil painful au quotidien, ça va vous saouler. Donc voilà pour Cursor. En termes d'autocomplétion, j'utilise Supermaven, j'avoue que j'utilise beaucoup moins, parce qu'en fait, Cursor est devenu tellement bon avec leur modèle, parce qu'ils ont un modèle, du coup, fine-tuné sur du code, qui répond super vite.
Donc si jamais vous ne connaissez pas ces deux outils, franchement, utilisez juste Cursor. Payez 20 balles la version pro et vous allez voir que ça va vous changer la vie. Ah, je ne vous ai pas dit. Claude, bien évidemment, c'est une API, du coup, c'est payant. Cursor va vous coûter rien si vous l'utilisez en mode gratuit. Vous n'aurez pas toutes les features. Mais franchement, ça vaut le coup. Et du coup, ce que vous pouvez faire avec Cursor, c'est que vous pouvez brancher un LLM dessus. Donc vous pouvez brancher Azure, vous pouvez brancher GPT, vous pouvez brancher Anthropic. Donc voilà, utiliser Cursor, ça va vous coûter vraiment pas très cher. Bien sûr, j'utilise ChatGPT, je suis très fier de payer ça 20 balles par mois. Parce que la vérité, c'est que je l'ai sur mon téléphone, que du coup, j'utilise beaucoup moins Siri. Si j'utilise beaucoup moins Siri, je suis beaucoup moins frustré au quotidien. Et si je suis moins frustré au quotidien, je suis plus heureux. Voilà. Donc c'est les meilleurs 20 balles que vous pourriez utiliser, et en plus de tous les avantages que je vous ai listés jusqu'alors. En termes de documentation, j'ai dû implémenter un truc là que je ne connaissais pas du tout. Ça s'appelle PostHog pour faire des feature flags et ce genre de trucs. Peut-être que vous connaissez, moi je ne connaissais pas. Du coup, j'ai dit à Find, salut, je dois implémenter ça sur mon projet React, est-ce que tu peux m'aider? Et du coup, il m'a dit, bien joué Alex, il faut que tu installes ça, machin, truc. Et si tu veux faire les feature flags, c'est comme ça qu'il faut utiliser telle composante et tout. Bien, cool. J'ai implémenté ma feature super rapidement du coup avec Find. Vous avez des calls gratuits sur Find pour utiliser Perplexity aussi, qui fait à peu près le même job. En termes de prompting, le petit logo là, c'est le logo de notre communauté. On a balancé tous les prompts directement, donc vous pouvez vous inspirer sur un GitHub. Voilà. Le petit outil avec le i là, c'est Espenzo. Et Espenzo, en fait, c'est un text expander. Si par exemple, vous pouvez lui donner des triggers. Un trigger, par exemple, ça peut être 2.tel et boum, il passe directement mon numéro de téléphone. Si je fais @gmail, il me met mon adresse mail. En fait, c'est plein de petits outils comme ça qui peuvent vous faire gagner du temps. Et Espenzo est vachement cool parce qu'il y a une petite interface et si jamais je cherche un prompt, j'ai plus qu'à taper 2.test, ça va me sortir tous les prompts qui contiennent le mot test dedans. Et là, je vais pouvoir, je sais pas moi, générer un test par rapport à une feature existante ou créer un nouveau test from scratch, etc. Donc en fait, tous mes prompts sont directement accessibles à un raccourci clavier. Et encore une fois, le but de l'IA, c'est pas de rajouter de la complexité et des trucs relous, c'est vraiment d'éliminer un maximum de friction. J'ai une question, j'ai mon appel à ChatGPT en un raccourci clavier, j'ai besoin d'un prompt, pareil, un raccourci clavier. Qu'est-ce que je vous ai pas dit? Warp, c'est un terminal qui a été fait en Rust, un banger, 100% gratuit, vous n'allez plus avoir besoin de vous souvenir d'aucune ligne de commande avec ce truc. Franchement, installez-le. Et en plus, c'est stylé, genre, comme tous les iterms, etc., vous pouvez splitter votre écran en plusieurs trucs avec les raccourcis clavier, c'est cool. Et enfin, un code review, vous pouvez utiliser PR Agent, qui est vraiment stylé. C'est un truc open source qui a été fait par Codium, que vous connaissez peut-être. C'est une petite extension qui n'a pas trop percé sur VS Code, mais relativement cool. Et voilà, ça se plug à l'API GPT-4. Vous avez des GitHub Actions. Vous balancez votre pull request, et ça vous dit ce que vous auriez pu mieux faire. Voilà pour la stack. Du coup, j'ai mis un petit screen du coup, de Pierre qui a fait un post, enfin qui fait beaucoup de posts et beaucoup de live coding avec Cursor. Ces outils-là, on est plusieurs à les avoir testés. Ils fonctionnent. On vous fait des démos, on vous met des exemples et tout. Soyez vraiment pas... soyez chaud du changement. De toute façon, là, vous n'allez pas avoir le choix. D'ici 3 ans, ça va vraiment être la jungle dans l'univers du dev. Donc franchement, donnez un chat. Essayez les techniques que je vous ai montrées. Même si c'est une technique, franchement, c'est cool. Et vous allez voir que ça va vraiment vous changer la life. Voilà, ça c'est pour récapituler un peu. On a vu que vous deviez faire un plan technique parfait du coup pour vous, parce que c'est stylé et que du coup ça vous permet de pas oublier de feature, que vous allez pouvoir du coup le filer à une IA. On a vu vraiment un prompt stylé pour avoir des résultats. On a vu la stack du coup avec les bons outils. Donc là a priori vous avez un max de trucs. Bien sûr on a vu genre 10% du bordel, mais c'est normal parce qu'une conf de 25 minutes ça peut pas faire le bail. Mais au moins je pense que vous avez le plus gros pour démarrer avec de l'IA dès demain en fait. Et je pense que d'ici la fin de semaine, vous pouvez déjà avoir des résultats si vous utilisez 2-3 techniques que j'ai présentées. Donc voilà, le bail, c'est que ça dépend que de vous. Et voilà. Écoutez, je m'appelle Alexandre Soyer, c'était un plaisir de discuter avec vous ce soir.